Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Un nouveau record pour le Togo. Le pays est classé première destination africaine de nouveaux projets d'investissement direct étranger pour le compte de l'année 2019. Quels ont été les facteurs de cette performance? Nous en parlerons dans ce journal. Et puis le peuple thème dans toute sa diversité a célébré à Dossa Gadao ce week-end. Cette fête traditionnelle est un cordon qui relie les fils et filles de Tchaouyo pour leur développement. Nous en parlerons vers la fin de ce journal. Monseigneur Nicodème Bariga a donc pris son siège d'archevêque métropolitain de Lomé ce samedi devant un parterre d'invités, prêtres, évêques, nonces apostoliques Bénin Togo représentant le Saint-Siège et le chef de l'État togolais. La messe pontificale a été célébrée à la grande cathédrale de Lomé. Découvrons dans ce sujet de Augustin Kossi le parcours du prélat diplomate, aujourd'hui musicien, prélat diplomate musicien donc aujourd'hui à la tête de l'Église catholique du Togo. Alors qu'il était évêque d'Atakpamé, comme un coup de grâce, il est nommé le 23 novembre dernier archevêque métropolitain de Lomé. Mais qui est-il? Le successeur de Monseigneur Denis Amozo Diakpa, président du Conseil épiscopal national de justice et paix au sein de la conférence des évêques du Togo. Monseigneur Nicodème Bariga Bénissan, le nouvel archevêque de Lomé, est tout simplement un père pour certains. Pour d'autres, c'est un homme au cœur miséricordieux. Monseigneur Bariga est un père exemplaire qui nous a nourris et qui continuera, nous espérons bien, de nous nourrir de sa parole par la musique, par les sorties et par les conseils qu'il ne cesse jamais de prodiguer à ses brebis. Oui, nous sommes très fiers parce que ça fait une promotion pour lui et ça fait une fierté pour nous d'Atapamé d'avoir notre évêque qui devient archevêque. Quand un frère devient archevêque et encore moi une catholique, c'est une action de grâce. C'est un homme à l'écoute, c'est un homme de Dieu. Il va apporter ce que le Togolais, un Togolais averti, peut apporter à la paix, à la réconciliation, à l'amour. Né en 1963 à Ouagadougou, Nicodème Bariga Bénissan est ordonné 4e évêque d'Atakpamé en mars 2008. L'homme a présidé les consultations nationales de la commission Vérité, Justice et Réconciliation au Togo, président de l'OCDI Caritas Togo, président du comité de veille stratégique du programme Approche à Caritas Africa. Il est perçu comme un artisan de paix. Je l'ai connu à Abidjan quand il était secrétaire de l'annonciature là-bas. C'est un évêque de qualité, tout le monde connaît. Ce qui me frappe de Monseigneur Nicodème, c'est son humilité. Et tout le temps, il a demandé aux fidèles de prier pour lui. Là, pour un pasteur, c'est un très bon signe. C'est une joie pour toute l'archidiocèse de Lomé d'accueillir son nouveau pasteur qui vient d'être intronisé. C'est quelqu'un qui est doux. C'est quelqu'un qui aime écouter, même le plus petit que ce soit. Il aime écouter tout le monde. Il aime être proche de tout le monde. C'est quelqu'un qui ne fait pas de distinction. Et il n'est pas hautain. Monseigneur Nicodème Bariga Bénissan fut successivement secrétaire de l'annonciature au Rwanda, au Salvador et en Côte d'Ivoire. Il a également officié comme conseiller de l'annonciature apostolique en Israël 2007 à 2008. En charge de l'archidiocèse de Lomé à 57 ans, il a un mot à dire. Au-delà de l'aspect qui peut être celui de l'honneur que les gens voient, il y a surtout celui de la responsabilité qui m'interpelle et qui m'interroge. Être archevêque, c'est être une présence de Dieu au cœur de l'Église et au cœur du peuple. Donc voilà, c'est au fond, avec ce sentiment-là de disponibilité envers Dieu et envers son peuple que je m'apprête à commencer ma mission. Si on est à la recherche de la paix, si on est à la recherche de la cohésion avec tout le monde, je pense que nous pouvons ensemble construire et l'Église et la nation. Le nouvel archevêque de Lomé parle plusieurs langues, français, anglais, italien notamment. Artiste et écrivain, l'archevêque de Lomé est aussi auteur de nombreux ouvrages et albums. Je veux être à lui, être son ami, je lui donne
donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi, oh, quelle joie. Et toujours à toi, ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi, oh, quelle joie. Et toujours à toi. Donc, le parcours de Monseigneur Nicodème Bariga, nouvel archevêque métropolitain de Lomé. Les divers acteurs du processus électoral au Togo peaufinent leurs armes. Eux, ils ont la lourde charge du maintien de l'ordre, de la sécurité. Les corps habillés, les troupes de la force sécurité élection présidentielle sont donc en recyclage. L'exercice de synthèse pour les comptes des régions Savane et Kara. Les exercices ont donc été faits sous les yeux de nos correspondants locaux Tchaznambaga et Nestor Mozo suivant leur sujet. Cet exercice simule une manœuvre de sécurisation du vote le jour du scrutin. Tout se déroulait normalement quand soudain des individus surexcités décident de quitter les rangs pour aller voter par force, prétextant de la lenteur des opérations. Face à cette situation inédite qui crée du désordre et menace la sérénité du scrutin, le président du bureau de vote fait appel aux éléments de la force sécurité élection présidentielle FOSEP 2020 prépositionnés dans le centre. Ceux-ci, dans un premier temps, parviennent de façon courtoise mais ferme à repousser les manifestants hors du bureau de vote. Mais non contents d'être parvenus à leur fin, les manifestants font appel à leurs congénères qui arrivent en masse, cette fois-ci avec la ferme intention de tout saccager. Devant le nombre de plus en plus croissant de ces manifestants et surtout de la montée de la violence qui risque de dégénérer, le commandant de l'unité fait appel à la base qui envoie le renfort. Employant des techniques et des moyens conventionnels de maintien de l'ordre, les éléments de la FOSEP repoussent les manifestants hors du centre de vote et finissent par les disperser dans les règles de l'art et le professionnalisme qui va avec. Ceci en permettant à ceux qui veulent voter librement d'accomplir leur devoir civique dans la sérénité, l'essence même de l'exercice. Cette performance vient donc couronner 6 jours de recyclage de la FOSEP 2020. Les gendarmes et les policiers ont été formés personnellement depuis. Mais puisque l'échéance électorale présidentielle qui arrive en février est d'une importance capitale, il était de bon ton que nous revoyions nos troupes pour un recyclage, pour les mettre à niveau, pour encore plus de professionnalisme sur le terrain. Voilà pourquoi l'exercice se voulait réaliste, pour s'assurer de la mise en pratique effective des connaissances acquises en termes de respect des droits de l'homme, de secours humanitaire, de dextérité et de précision dans le maniement des boucliers et le matériel de maintien de l'ordre. Occasion également d'exemplifier la mission de la FOSEP 2020. Nous venons de sortir d'une révision des listes électorales. La FOSEP l'a assuré. La FOSEP assure les missions de paix, de sécurité, de libre circulation des personnes et des biens, de même que les services sur toute l'étendue du territoire national. Elle assure le convoyage des matériels électoraux, de la CENI vers les CELI et des CELI vers les CRV. La FOSEP a aussi pour mission de maintenir la paix et la sécurité sur tous les lieux de meeting, sur tous les lieux de rassemblement public. Elle assure également la sécurité des candidats, des électeurs, des observateurs, de même que le matériel destiné à l'opération. Je ne vais pas oublier les opérateurs de ces élections qui sont dans les CRV et dans les différents bureaux de vote. Venus s'assurer du bon déroulement de l'exercice, les préfets de la région des Savanes, les élus locaux, les acteurs et parties prenantes du scrutin présidentiel du 22 février se disent rassurés par cette démonstration qui prouve que la FOSEP 2020 est fin prête. Ils ont exprimé leur gratitude aux plus hautes autorités, notamment le président de la République, Faure Essozona Gnazingbe, pour la création de cette force ad hoc qui a toujours fait ses preuves dans la sécurisation du processus électoral ces dernières années au Togo.
L'État vert, ayant pour capitale Océane, est parvenu à une sortie de crise après plusieurs années de troubles sociopolitiques. La vie a donc repris normalement et le peuple attend l'élection présidentielle. Cette consultation populaire est annoncée pour le 11 janvier 2020. En amont, les institutions chargées de l'organisation de cette élection ont travaillé pour son bon déroulement. Selon le code électoral de l'État vert, la campagne doit durer 2 semaines. Cette campagne s'est déroulée dans une atmosphère calme. Mais le refus de certains partis politiques de prendre part à cette élection laisse envisager qu'elle pourrait être émaillée de troubles. Et le jour J, cette crainte s'est avérée réelle dans certains bureaux de vote, comme celui du bureau numéro 4 de l'école primaire publique de Agbaleusi Groupe A, dans la commune Bangos 3 de la préfecture de Halkbabendo, dans la région des montagnes. Le vote était en cours quand des individus supposés d'y prendre part quittent les rangs des électeurs pour faire irruption dans le bureau de vote et s'en prendre aux membres de ce bureau afin de perturber le cours normal de cette élection. Un des membres du bureau alerte la force de l'ordre déployée pour la circonstance. Celle-ci réagit, évacue les perturbateurs et procède à leur refoulement. Une fois expulsés du bureau, les manifestants sont allés demander du soutien dans le quartier. Ils sont devenus plus nombreux et l'autorité administrative qui est dépêchée pour tenter de les raisonner s'est heurtée à leur refus de se calmer. Après une sommation, l'autorité a donné l'ordre pour amener le calme. C'est un scénario imaginaire. Ce sont les éléments de la FOSEP, force de sécurité de l'élection présidentielle déployée dans la région de la Kara, qui sont en exercice de synthèse du MO, maintien d'ordre, au Centre national d'instruction CNI. Il s'est agi d'un renforcement des capacités qui consiste à réviser nos actes réflexes ou MO, de façon à ce que ça constitue un drill et qu'au moment opportun, nous puissions poser les actes sans bavure afin que la sécurisation soit parfaite. Alors, le scénario qui a été monté pour cet exercice a consisté à gérer un bureau de vote. Je me réjouis d'avoir observé des agents de FOSEP qui ont le niveau, qui ont assimilé les enseignements et qui sont prêts à sécuriser l'élection présidentielle à venir. Au CENI de Kara, 2 vagues des personnels des forces de sécurité ont participé au recyclage sur le maintien d'ordre. Le colonel Kodjo Amana, commandant de la FOSEP, et le colonel Badiba Bakali, préfet de la COSA, ont félicité les participants pour la maîtrise des techniques du MO. Ils leur ont demandé de bien appliquer les connaissances acquises au cas où ils sont appelés à intervenir tout en respectant les droits de l'homme. Et je vous l'annonçais en titre, un nouveau record pour le Togo. Le pays est classé première destination africaine de nouveaux projets d'investissement direct étrangers. C'est pour le compte de l'année 2019. Quels sont les facteurs de cette performance? On fait le point avec Ekwe Salah. 11 projets d'investissement nouveaux en 2019 contre seulement 2 pour l'année 2018. C'est le record jamais réalisé par le Togo de janvier à novembre 2019. La plus forte croissance du nombre de projets Greenfield dans tous les pays africains. Le pic, 7 projets remportés en 2013. Selon FDI Intelligence, service spécialisé dans le Financial Times, le Togo a attiré 6,7 fois ce qui pouvait être attendu compte tenu de la taille de son économie. Le pays se classe devant le Rwanda et le Sénégal, respectivement 2e et 3e. La majorité de cet investissement vient du double partenariat signé début novembre avec le géant nigérien Dangote pour l'implantation d'une usine de traitement de phosphate d'une valeur de 2 milliards de dollars américains et l'installation d'une usine de fabrication de ciment à hauteur de 60 millions de dollars. Autre investissement notable, Amea Power dans la construction de la centrale solaire de Blita. On parle ici de 33,5 millions de dollars. De nombreux autres faits et événements sont également à mettre à crédit de l'année 2019 qui aura toute somme été plus que satisfaisante pour le Togo. La tenue du forum Togo-Union européenne
et ses 852 milliards de francs CFA de promesses fermes d'investissement, le bond de 40 places dans le Doing Business 2020 avec à la clé une place de premier réformateur en Afrique et 3e au monde. La première notation financière internationale du Togo, le premier emprunt sur le marché international et la liste est longue. Ces promesses, le président de la République, Faure Essozi Singbe, les a saluées et a appelé les différents acteurs à faire davantage pour que le pays maintienne le cap. Et grâce à l'amélioration du climat des affaires au Togo, les investissements directs étrangers à destination du pays devraient augmenter au rythme annuel moyen de 16% sur la période 2019-2024. Déclaration du Fonds monétaire international FMI. Ces investissements devraient doubler à l'horizon 2024 pour se situer dans le sillage de 178 milliards d'après les récentes projections de l'institution de Bretton Woods. Ces différents investissements contribueront à la réalisation des 3 grands axes du Plan national de développement. Et ces investissements, vous l'avez vu, ont été consentis notamment dans le secteur de l'énergie, des énergies renouvelables surtout. 2019 aura été une année, si l'on veut, charnière pour le secteur de la centrale Kekeli Efficient Power. Aux divers accords en faveur de l'énergie, le secteur connaît aujourd'hui une certaine dynamique dont nous parle Augustin Kossi dans ce sujet. 2019, une année charnière pour le secteur de l'énergie au Togo. Dès janvier, un cadre juridique pour la production, la distribution et la commercialisation des énergies renouvelables a été adopté. L'ambition des pouvoirs publics était de relever les défis liés à l'insuffisance de l'énergie en augmentant la capacité en énergie électrique, ce qui permettra de réduire la dépendance énergétique du pays. En février, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Niger obtiennent du Fonds vert pour le climat. Une enveloppe de 65 milliards 500 millions de francs CFA mise à la disposition de la BAD pour assurer la transition de ces pays vers les énergies renouvelables. Le gouvernement togolais va mettre en place une subvention pour les ménages dans le cadre du projet CISO, courant mars 2019. Cette subvention annuelle de près de 40% est instituée en faveur des foyers détenteurs de kits solaires individuels CISO. Au compte de cette initiative, Kia Energy Group, une start-up togolaise, a été retenue pour former 3000 techniciens en maintenance. Un séjour du chef de l'État Faure Essozi Singbe aux Émirats Arabes Unis a permis la signature d'un mémorandum d'entente avec Amea Power. Il est prévu à cet effet l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW à Blita, dans la région centrale. De son côté, la BOAD s'engage à financer la centrale thermique Kekeli Efficient Power. L'institution bancaire approuve un financement de 25 milliards de francs CFA pour la réalisation des infrastructures. En juin, le deuxième opérateur agréé sur l'initiative CISO, Soleva, lance ses activités après Bibos. La première pierre de la centrale thermique Kekeli Efficient Power est également posée. D'une puissance installée de 65 MW, cette centrale permet de produire plus d'électricité sans consommation additionnelle de gaz en limitant les rejets de CO2 dans l'atmosphère. Dans le cadre du nouveau plan d'investissement de l'UE en Afrique, l'appui UE-BAD en faveur du CISO a été finalisé. Les 2 mois qui ont suivi ont vu l'entrée de Mitsubishi au capital de Bibos avec plus de 2 milliards 500 millions de francs CFA. Puis, l'Ecobank passe au vert. La banque panafricaine installe des centrales photovoltaïques à son siège. L'équipe de Doing Business dit également oui aux réformes de la CET. Les performances du pays en matière de raccordement à l'électricité ont été saluées par la Banque mondiale. Le Togo se classe 99e sur 190 pays évalués sur 3 réformes majeures. Une réduction de 50% du coût de raccordement de l'électricité pour les entreprises, une réduction de moins de 30 jours du délai et l'efficacité de la fourniture de l'électricité. En décembre, Eranov boucle le financement de Kekeli Efficient Power d'un montant total de 65,4 milliards de francs CFA. La BAD octroie environ 9 milliards de francs CFA au Togo en appui au volet social de CISO et au PND.
Progressivement, les pistes se tracent pour l'atteinte d'un taux d'électrification de 115% en 2022 et de 100% en 2030 au Togo. Augustin Kossi nous en parlait dans son sujet. Le Togo a signé un protocole d'accord de financement à Abu Dhabi pour la construction de la centrale photovoltaïque de Blita. 37 millions de dollars soutenus à hauteur de 15 millions de dollars par un prêt du fonds d'Abu Dhabi pour le développement. C'était en marge de l'Assemblée générale de l'Agence internationale des énergies renouvelables. Ferdinand Diassoa nous en parle. En marge de l'Assemblée générale de l'Agence internationale des énergies renouvelables qui se tient à Abu Dhabi, le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, a signé un protocole de financement concernant un projet de centrale photovoltaïque à Blita. À ses côtés, son collègue des mines et de l'énergie, Marc Abli Bidamon, et la ministre de l'économie numérique, Sina Lawson. L'investissement est d'environ 37 millions de dollars, soutenu à hauteur de 15 millions de dollars par un prêt du fonds d'Abu Dhabi pour le développement, une entité publique qui agit comme une agence publique d'aide au développement, objet de la signature de ce jour. Mohamed Saif Ghanem Al-Souedi, directeur général du fonds, a salué cet accord qui permet au Togo de renforcer son ancrage stratégique dans les énergies propres et bon marché. Le ministre Sani Yaya s'est félicité des efforts de l'ADFD pour soutenir les projets de développement durable au Togo et dans les pays en développement. La centrale sera exploitée par la société Amea Power qui bénéficie d'un financement de 11 millions de dollars assuré par la BOAD. Construite à Blita, elle aura une puissance de 30 MW, suffisant pour desservir 600 000 foyers et alimenter 700 petites et moyennes entreprises. Une première phase de 30 MW sera mise en service avant la fin de l'année 2020 et une seconde de 20 MW suivra 12 mois plus tard. Il est prévu un raccordement au réseau interconnecté pour la fourniture de l'énergie à la CET. Les installations seront transférées à l'État en fin de concession après 25 ans d'exploitation. Le pays veut ainsi contribuer à la diversification du mix énergétique, à la réduction des coûts de production. Un projet baptisé CISO prévoit de raccorder des millions de foyers d'ici 5 ans. Et l'on fait un bref tour d'horizon de l'actualité internationale. Et Kwesala nous emmène en Ukraine, en Iran et puis en Australie. Quelques minutes après son décollage de Téhéran le mercredi matin, voici ce qui reste de l'avion de la compagnie ukrainienne internationale. Aucune des 176 personnes à bord n'a survécu. Parmi les victimes, 82 Iraniens, mais aussi 63 Canadiens. Les circonstances du crash restent encore floues, alors que l'Iran nie encore toute implication. Ce samedi, sur la télévision d'État, l'armée iranienne reconnaît via un communiqué avoir touché par erreur le Boeing 737 d'Ukraine Airlines. Dans un tweet, le président iranien Hassan Rouhani a présenté ses excuses et parle d'une grande tragédie et d'une erreur impardonnable. L'armée a quant à elle présenté ses doléances aux familles éplorées. Elle promet que les responsables de ce drame seront traduits devant un tribunal militaire. Pendant ce temps, la tension monte d'un cran entre l'Iran et les États-Unis. Des missiles lancés par l'Iran ont touché 2 bases militaires américaines en Irak. D'après la télévision publique iranienne, au total, 15 missiles ont été lancés et ont engendré 80 morts. Sur Twitter, le président américain Donald Trump se montre plus rassurant sur le bilan des frappes. Les tirs revendiqués par Téhéran surviennent juste après les obsèques d'un des hommes forts du régime tué dans un raid américain la semaine dernière alors qu'il se trouvait en Irak. Sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie iranienne a suggéré que les représailles s'arrêtent là. Du côté de l'Australie, la situation s'aggrave de jour en jour. Le feu a déjà fait 26 morts, avec des milliers d'espèces rares disparues. Face au risque de plus en plus grandissant, des militaires et des policiers font de porte-à-porte pour convaincre les populations d'évacuer. Pendant ce temps, des navires et des avions militaires ont été déployés
pour venir en soutien aux opérations. Jusqu'à 4000 personnes devaient être évacuées dans un premier temps. Bien qu'on soit encore loin de la fin des incendies, le Premier ministre australien s'est engagé à verser aux victimes des incendies plus d'1 milliard d'euros de rentrée fiscale. Les cadres du Parti UNIR de la préfecture de Logou ont rencontré à Takpamé les structures de base de leur parti. Objectif partagé avec elles la rencontre, les conclusions donc de la rencontre de Lomé, rencontre à laquelle Faure Gnassingbé leur a dit oui au parti en vue de mobiliser donc les troupes pour la victoire le 22 février prochain. Le compte rendu de la rencontre avec Sylvain Rabouzou. Ils sont des responsables des structures de base du parti UNIR, Union pour la République. Devant eux, des cadres du parti de la préfecture de Logou, au-devant desquels la secrétaire générale adjointe Yawa Kouigan. C'est une rencontre pour faire la restitution aux militants et militantes du choix accepté par le président du parti qui a dit oui à sa candidature pour la présidentielle prochaine. Une nouvelle qui a ému les uns et les autres qui sont également appelés à un engagement participatif pour la préservation de la paix en vue d'une élection paisible et une victoire écrasante du parti le 22 février prochain. C'est de rester mobilisé. À partir de maintenant, si vous voulez, on a sonné la mobilisation générale, que tout le monde se mette en ordre de bataille en parlant, en expliquant, en convainquant et en ralliant pour que des urnes sortent ce que nous ressentons aussi bien et qui est que notre pays a tout intérêt à poursuivre la marche que le chef de l'État a initiée pour aller vers le développement, pour aller dans la paix et la sécurité, vers la prospérité partagée. Les premiers responsables appellent donc les militants à une synergie d'action pour soutenir le chef de l'État dans cette marche, celle de défendre les couleurs du parti le 22 février. Selon eux, il faut que les structures de base s'organisent, que chacun se mette à la tâche pour la victoire du parti UNIR, Union pour la République. Le peuple thème dans toute sa diversité a célébré à Dossa Gadao ce week-end. Cette fête traditionnelle est un cordon qui lie les filles et fils de Tchaouyo. Pour leur développement, le ministre en charge de la culture a représenté le chef de l'État à cette célébration. Les temps forts avec Désiré Aloy. Sous un ciel d'harmattan, l'apothéose de la fête traditionnelle à Dossa Gadao édition 2020 bat son plein. Rencontre culturelle à Dossa Gadao, l'expression d'une valeur identitaire du peuple thème. Ils sont sur les traces de leurs ancêtres et renouent donc avec la tradition. Fête de récolte pour présenter officiellement des prémices et différents mets au public. Établir un pont entre le passé et l'avenir. Une richesse culturelle qui contribue au développement économique. À Dossa Gadao, moment de retrouvailles des filles et fils de Tchaoujo en communion avec leurs frères de Fazao, de Krikri, de Tcharpanga et d'Assoli. Occasion propice qui lance les uns et les autres dans la redéfinition des bases solides d'une dynamique de développement global. Le mot Dossa Gadao est une union de deux grandes fêtes. Et cela va au niveau de la racine même de la population même de Tchaoujo. Depuis le XVIIe siècle, des immigrants sont arrivés dans la région et se sont installés. Et après leur installation, ils ont été assimilés par les souches autochtones de la région. Et ils ont eu un patriarche qu'ils ont appelé Gadao. Donc Gadao était dans le premier patriarche. Et en mourant, il est mort de façon mystérieuse. C'est quelqu'un qu'on doit vénérer. C'est en ce sens-là que les morts-là se retrouvent à la fin de chaque année pour célébrer leur ancêtre Gadao et en même temps célébrer les prémices, les récoltes
Donc Adossa est beaucoup plus lié à la religion musulmane, c'est-à-dire que c'est les souches Touré, Traoré, les Cissé qui sont arrivés dans la région et qui avaient à la fin de chaque année l'habitude de faire Adossa. Adossa consistait à se tarder le ventre sans se blesser. C'était pour montrer la bravoure et la reconnaissance au prophète Mohamed. Aujourd'hui, la fête Adossa Gadao est un symbole pour le peuple Tem et pourquoi pas pour le peuple togolais. Parce que c'est deux fêtes réunies qui en font une fête. Ça veut dire que nous devons avoir le sens de la cohésion, le sens de la réconciliation. Le peuple Tem entend valoriser les différents aspects de la culture de Tchaoudjo, rencontre de loisirs pour se tendre les mains, pardonner, cohabiter et faire en sorte que la tradition soit pérennisée. Cadre de réjouissance et de plaisir retrouvé, Adossa Gadao reste un repère commun qui converge les populations d'ici et de là pour partager le bien patrimoine à léguer aux générations futures. Je suis très heureux de participer à cette fête d'Adossa Gadao. C'est très important de découvrir cette culture Tem. C'est très important qu'elle continue à vivre en fait et à s'exprimer au travers de manifestations. Ce touriste est arrivé jusqu'ici grâce au climat de paix. Au nom du président de la République, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, Kosivi Egbetonyon, a convié filles et fils, bref les populations de Tchaoudjo, à fédérer leurs efforts, cultiver la cohésion pour enraciner la paix qui favorise toute action de développement. Avant toute chose, qu'il me soit permis de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous transmettre les salutations fraternelles du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimana Singbe, mesdames et messieurs distingués invités. Dans un monde où les valeurs sont parfois inversées, les repères bouleversés, nous avons plus que jamais besoin d'une attache profonde aux valeurs culturelles que nos ancêtres nous ont léguées. C'est pourquoi nous devons écouter les voix de la concorde, de l'unité, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et les mettre au profit du développement et de la paix. La célébration de Adossa Gadao est en cohérence avec la dynamique impulsée par le chef de l'État dans tous les secteurs d'activité en vue de la poursuite et de l'atteinte de l'objectif d'émergence à l'horizon 2030. Vaillante et laborieuse population de Tchaoudjo, distingués invités, mesdames et messieurs, pour la mise en œuvre du plan national de développement PND, dont un écho large a été fait à travers tout le pays, il nous faudra des ressources financières et humaines. C'est pour cela que je voudrais vous appeler à la pleine et totale adhésion au PND. Mais sont tout aussi nécessaires que les deux premières, trois autres ressources immatérielles, celles-là, mais ô combien inestimables. Il s'agit de la sécurité, de la paix et de l'union. Aha! Hey! Rayo! Eva Bella! Kei! Adossa Gadao existera toujours si d'une part la culture d'entente du jour au jour se développe et d'autre part œuvrer à la protection de l'environnement, tourner la terre en respectant les itinéraires et techniques culturelles pour avoir en somme de quoi offrir aux divinités à chaque rencontre. Dans l'après-midi, c'est l'autre facette de la culture Tem qui est dévoilée, l'aire de jeu de l'EPP central, Noir de Monde, pour suivre la danse des couteaux, Adossa, l'événement culturel qui identifie les thèmes initiés de Rdaouré. Le chef spirituel de Tchaoudjo a vivement appelé les populations et surtout la jeunesse à la cohésion, l'acceptation mutuelle pour un bon vivre ensemble dans Tchaoudjo. Et ce sont sur ces belles couleurs culturelles que nous vous souhaitons de passer une belle soirée et une belle nouvelle semaine. L'information vous retrouve ce soir pour sa dernière tranche à 22h30 avec Yata Aratem. Pour ma part, je vous dis au revoir et à très bientôt.